On commence comme d'habitude par le vote pour le prochain épisode. Je vous propose de faire une spéciale John Carpenter et on va choisir entre deux films très différents, L'Antre de la folie ou Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Choisissez bien et que le meilleur gagne. En 2005, alors qu'elle est en plein tournage de V pour Vendetta, l'actrice Nathalie Portman se passionne pour le roman Cartographie des nuages de David Mitchell. Au détour d'une conversation, elle partage sa découverte à une des productrices du film, Lana Wachowski. À son insu, Nathalie Portman vient de planter les graines d'un projet fou furieux, à l'ambition visuelle et narrative démesurée, qui n'aboutirait que 7 ans plus tard. Ce jour-là, Cloud Atlas était né. Chef-d'œuvre radical, spirituel, expérimental et surtout incompris pour certains, nanar prétentieux à 100 millions de dollars pour d'autres, et si on essayait une bonne fois pour toutes de trancher la question. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flopbuster. Vous l'avez compris, le flop culte du jour s'appelle Cloud Atlas. Immédiatement après avoir lu le livre, les Wachowski savent qu'elles veulent en faire leur prochain film. Réputé inadaptable pour sa complexité et son expérimentation narrative, le roman de Mitchell constituerait le défi le plus fou d'une carrière déjà ultra ambitieuse. Petite anecdote au passage, l'auteur David Mitchell collaborerait à son tour avec Lana Wachowski des années plus tard, puisqu'il est co-scénariste sur Matrix Résurrection. Une double collaboration franchement intéressante. En 2006, les sœurs Wachowski parlent du projet avec leur ami et cinéaste Tom Tykwer. Habitué au cinéma expérimental avec le sensationnel Cours l'eau la cour, Tykwer vient à ce moment-là de prouver à tout le monde qu'il était capable d'adapter un roman soi-disant inadaptable avec Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Les trois amis décident donc de collaborer sur ce projet fou. Mais voilà, Cloud Atlas est très dur à concrétiser. Les Wachowski démarchent plusieurs gros studios, mais ces derniers s'avèrent bien trop frileux pour financer un film si coûteux et si étrange. Surtout que le budget réclamé se situe quelque part entre 100 et 150 millions de dollars, ce qui correspond à certains des plus gros blockbusters de 2006, par exemple Da Vinci Code avec ses 125 millions de dollars de budget, ou même Casino Royale, 150 millions. À la fin de l'année, alors que le projet n'a toujours pas été validé par le moindre studio, les Wachowski signent pour une autre adaptation risquée avec Speed Racer, tandis qu'en 2007, Tom Tykwer s'engage sur L'Enquête avec Clive Owen et Naomi Watts. Cloud Atlas devra donc attendre quelques années encore. Mais en parallèle, les sœurs Wachowski ne cessent de chercher un studio durant tout ce temps. Faisons un petit bond dans le temps. En 2009, les Wachowski prennent des vacances au Costa Rica avec Tom Tykwer. Des fausses vacances d'ailleurs, puisqu'elles seront essentiellement consacrées au travail. Les trois cinéastes vont créer ensemble un premier jet de scénario pour Cloud Atlas durant ce séjour. Conscients de l'impossibilité de copier le roman tel quel, les trois compères vont créer des fiches personnages, un code couleur pour les différentes lignes narratives, ils effectuent un vrai travail d'enquête pour retracer le fil des événements, réorganiser le récit de la façon la plus fluide et intelligible possible. C'est au passage, dès ce premier jet, que les trois cinéastes décident que le casting principal interprétera plusieurs personnages à travers les récits, une façon d'expliciter à l'écran qu'ils incarnent la même âme, transcendant le temps, le genre et les enveloppes corporelles. On aurait pu penser qu'avec un script finalisé, présentable, le projet serait désormais un peu plus facile à vendre. Mais non, du tout. Le trio comprend alors que si le projet doit exister, il se fera en dehors du circuit classique des gros studios hollywoodiens. Ainsi, Cloud Atlas sera majoritairement financé par des maisons de production allemandes, A-Company, ARD Ghetto Film ou encore X-Film. Le projet bénéficie également d'aides spécifiques au gouvernement allemand, dont 10 millions de dollars du German Federal Film Fund, et au total, il est annoncé en 2011 que le film est financé à hauteur de 140 millions de budget. On aimerait déjà crier victoire, mais même là, tout n'est pas résolu si facilement. Le souci d'être financé par autant de partenaires différents, c'est le risque d'instabilité. Et ce sera le cas. Pour Cloud Atlas, certains investisseurs se retirent, d'autres ont fait faillite avant le lancement du projet et ne peuvent plus participer. Bref, il faut recalculer la dépense. À de très nombreuses reprises, Cloud Atlas est à 2 doigts d'être définitivement annulé. Finalement, pour pallier au départ de plusieurs partenaires financiers, le budget est revu à la baisse et fixé à 100 millions de dollars. Les sœurs Wachowski vont jusqu'à investir 7 millions de leur poche pour maintenir le projet à flot. Si certains journalistes européens vont qualifier Cloud Atlas de première tentative allemande de faire un blockbuster international, le film rentre avant tout dans l'histoire comme étant le film indépendant le plus cher jamais produit. Le financement était un calvaire, mais la phase de casting ne sera pas non plus de tout repos.
Inconsciemment à l'initiative du projet, Nathalie Portman est approchée par les Wachowski pour tenir un des rôles principaux. L'actrice est ravie de se lancer dans l'aventure, mais elle tombe enceinte peu avant la date initiale fixée pour le début du tournage. C'est finalement Alberi qui récupérera ses rôles. Parmi les noms prestigieux contactés, mais qui ne figureront pas dans le film, on peut citer Ian McKellen ou encore James McAvoy. Tom Hanks était franchement hésitant au début du projet. Après une longue conversation dans son bureau avec les Wachowski et Tom Tykwer, il fut convaincu par deux éléments extérieurs, Moby Dick et 2001, l'Odyssée de l'espace. Au cours de la discussion, Tom Hanks avait évoqué le roman Moby Dick qu'il était en train de lire, et il se trouve que l'acteur a un poster du classique de Kubrick juste derrière son bureau. En fin de discussion, Lana Wachowski lui a tout simplement dit « Ce qu'on veut faire, c'est entre Moby Dick et 2001 ». La réponse de Tom Hanks « Quand est-ce qu'on commence ?» Une fois le tournage lancé, l'acteur va se donner corps et âme dans le projet. Il rassurera plus d'une fois certains acteurs soucieux de voir des investisseurs se retirer. Les sœurs Wachowski mentionneront à de nombreuses reprises l'enthousiasme et l'engagement de l'acteur comme un des piliers ayant fait tenir le film malgré les gros imprévus et les coups durs. Et ça tombe bien, parce qu'avec le recul, Tom Hanks confie qu'il s'agit d'un des seuls films de sa carrière qu'il a revu et qu'il revoit régulièrement. Parmi tous les membres prestigieux du casting, Hugh Grant sera le dernier arrivé, puisqu'il signe son contrat à peine quelques jours avant le début du tournage. Initialement prévu pour le début d'année, le tournage de Cloud Atlas se déroulera finalement de septembre à décembre 2011. Si les Wachowski et Tom Tykwer vont tourner ensemble un jour entier, suite à des problèmes d'organisation, la majorité du film se fera avec deux équipes totalement différentes. D'un côté, Tom Tykwer tournera avec son équipe les segments se déroulant en 1936, en 1973 et en 2012. De l'autre, les Wachowski s'occupent des segments se déroulant en 1948, en 2144 et en 2321. Une méthode qui explique un tournage relativement rapide, à peine 3 mois pour tous ces univers visuels différents, ça reste une prouesse. Évidemment, ça permet d'économiser sur un budget qui est certes imposant sur papier, mais relativement limité quand on pense à l'ambition visuelle du projet. La différence majeure entre les Wachowski et Tom Tykwer était l'approche avant les scènes. Les Wachowski tournent une première fois la scène sans trop donner d'indications, voient ce que les acteurs proposent et ouvrent la discussion avant de faire d'autres tentatives. A l'inverse, Tom Tykwer parle énormément avant la première prise, essaie de poser toutes les bases pour ne pas avoir besoin d'énormément d'essais avant de valider la scène. Les équipes voyagent beaucoup. Le tournage se passe en Allemagne, en Écosse, en Angleterre, aux États-Unis, sur l'île de Majorque. Bref, impossible de faire tout rentrer dans les temps sans se séparer. L'enjeu principal était de conserver un film ayant une vraie identité unique, et surtout unie malgré les deux équipes techniques aux commandes. Quelque chose qui ne ressemble pas à un film à sketch décousu. Pour cela, chaque segment était soigneusement préparé et discuté par les cinéastes en amont, afin que leurs trois visions se retrouvent dans chaque séquence et que tout soit le plus homogène possible. Autre défi assez fou, initialement le film devait en plus se tourner dans l'ordre chronologique. Mais comme si l'emploi du temps n'était pas déjà assez complexe, Alberi se casse le pied droit après quelques jours passés sur l'île de Majorque. Tout le planning de l'actrice doit être réorganisé par la production, causant un véritable casse-tête pour les deux équipes. Pour la petite anecdote, l'auteur du roman David Mitchell visitera le tournage à Babelsberg. Les Wachowski sautent sur l'occasion et on peut ainsi le voir faire une apparition spéciale dans le segment de 2144. Un des gros défis du film se jouera du côté des décors et des costumes. D'après Tom Hanks, chaque personnage a eu au moins 6 ou 7 looks d'essai avant d'être validé. Après cela, l'étape maquillage était prise en compte, vraiment un travail dantesque. On trouve le perfectionnisme jusque dans le moindre détail. Par exemple, pour représenter que différents personnages incarnent la même âme, des objets ont été déguisés, réutilisés. Parfois incarnant des pendentifs, parfois sur des vêtements, parfois des éléments de décor, des clins d'œil parsemés dans tout le film. Comme à son habitude, Tom Tykwer compose également la bande originale, aidé de ses deux fidèles collaborateurs, Reynold Hale et Johnny Klimek. Un des plus gros défis sera le thème musical principal, intitulé Cloud Atlas Sextet. Non seulement il devait être déclinable pour chaque segment et chaque univers, mais surtout le roman décrit ce morceau intrinsèque à l'univers de l'œuvre comme une création incomparable. Une des plus grandes musiques jamais composées. Rien que ça, pas de pression du tout. Tykwer s'inspire particulièrement de Debussy pour créer ce sublime thème, et vraiment le résultat est impressionnant. Après une longue vidéo promotionnelle de 6 minutes pour présenter l'univers, puis une bande-annonce plus courte, Cloud Atlas semble attiser une vraie curiosité chez une partie du public.
Présenté au Festival de Toronto en septembre 2012, le film y est extrêmement bien reçu. Il s'en sort même avec une standing ovation de 10 minutes. Un début extrêmement prometteur, mais malheureusement, les bonnes nouvelles ne dureront pas. Lorsqu'il sort en salle le 26 octobre 2012, le film va diviser. D'un côté, Roger Ebert, qui lui attribue un excellent 4 sur 5, en disant qu'il l'avait déjà vu 2 fois et souhaitait déjà le revoir. 14 critiques américains le classeront dans leur top 10 de l'année. Même en France, on trouve des éloges chez les Inrocks, qui parlent d'un film bouleversant et électrisant, ou encore chez Libération, qui applaudit une fresque démesurée et délirante. Mais face à cet enthousiasme, Cloud Atlas se fait complètement achever par une autre partie conséquente de la critique. Le Time Magazine le sélectionne comme pire film de l'année. Idem pour Village Voice, qui le classe pire film de l'année et le décrit comme un film rempli de foutaises sur l'art et l'amour. Le Los Angeles Times n'y voit qu'un film raté qui cherche à atteindre une profondeur restant hors de sa portée. Le Guardian lui attribue à peine 2 sur 5 et trouve le film incompréhensible pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Une des critiques les plus absurdes viendra du site IndieWire, qui déplore un film décevant par son manque d'imagination. Alors bon, on va être sérieux 2 secondes, on aime, on n'aime pas, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut jamais retirer au cinéma des Wachowski, c'est bien l'imagination et la singularité. Côté presse française, n'oublions pas Télérama, qui enfonce le clou en décrivant un conglomérat de fragments de nanar. Chef-d'œuvre visionnaire pour les uns, nanar prétentieux et absurde pour les autres, et au milieu, un grand public qui ne répond pas présent du tout. Avec son budget de 100 millions de dollars, hors frais de promotion, le film récolte en tout 130 millions dans le monde. Une fois qu'on fait tous les calculs, c'est tout simplement un flop. À peine 27 millions de total aux États-Unis. Au passage, le pire week-end de démarrage de Tom Hanks sur le territoire national depuis 1996. Cloud Atlas ne parvient même pas à détrôner Argo du box-office local sur son démarrage, alors que le film de Ben Affleck en était déjà à son 3e week-end. À vrai dire, Cloud Atlas fait à peine mieux sur le week-end que le film d'animation Hôtel Transylvanie qui était lui sorti depuis 1 mois. Au final, Cloud Atlas ne figurera même pas dans le top 100 box-office US de 2012. Pour la petite comparaison qui fait bien mal, il finit 10 millions de dollars derrière Abraham Lincoln, chasseur de vampires, qui lui aussi pourtant était un échec. Le pays avec le plus gros score sera la Chine et c'est près de 28 millions de dollars, une bien maigre consolation, surtout que le pays a vu sortir chez lui une version censurée amputée de 40 minutes. L'investissement allemand dans la production pouvait laisser espérer un vrai succès dans le pays, mais avec un peu plus de 1,1 million d'entrées, ça n'est que le 21e plus gros succès de l'année en Allemagne, à des années-lumière d'Intouchable, plus de 9 millions d'entrées, ou Skyfall, près de 8 millions d'entrées. Second échec conséquent pour les Wachowski après Speed Racer, qui vient un peu plus fragiliser leur prise de risque dans un Hollywood qui se tourne vers les univers étendus, les franchises et autres. D'ailleurs, ironie du sort, Cloud Atlas sortira pile l'année du premier Avengers. D'un côté, on a un trio de cinéastes prêts à prendre des risques voulant repousser les limites, de l'autre, un modèle de ce qu'allait devenir le blockbuster hollywoodien classique pour la décennie à suivre. On peut blâmer les critiques, on peut blâmer le bouche à oreille du grand public, la promotion très timide de la Warner qui avait racheté les droits de distribution. D'ailleurs, l'acteur Jim Broadbent a ouvertement critiqué la stratégie marketing en interview. Mais au fond, qu'importe les innombrables facteurs, les excuses, les coupables qu'on peut inventer, la vérité reste la même, Cloud Atlas a échoué. 7 ans de développement, d'innombrables problèmes de financement, un casse-tête incessant au casting, au tournage, et un échec box-office détesté par une bonne partie des critiques. Le film a tout pour rejoindre ces projets maudits dont raffole l'histoire du cinéma. Mais alors honnêtement, Cloud Atlas, qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans notre paysage cinématographique ? Est-ce qu'on tenait un chef-d'œuvre incompris ou un nanar prétentieux qui se donnait des grands airs ? Pour être honnête, j'ai un rapport assez ambigu au cinéma des Wachowski. Un cinéma qui est capable de me fasciner comme de me perdre totalement. Mais ce que je ne peux jamais nier à leur cinéma, c'est la générosité qui s'en dégage. Au fil des films, elles ont créé une œuvre unique qui ne ressemble à nulle autre, quand bien même les inspirations et les citations y sont nombreuses. Leur cinéma est excessif, jusqu'au boutiste. Il n'a jamais peur du ridicule, quitte à l'être totalement parfois, mais c'est cette passion débordante et virtuose qui rend même leur raté passionnant.
Et je ne vais probablement pas faire l'unanimité, mais Cloud Atlas est mon film préféré de leur filmographie. Attention, je ne veux surtout pas enlever le crédit à Tom Tykwer, mais n'ayant vu que 2 de ses autres films, je ne me sens pas particulièrement compétent pour commenter son style. Il est évident que c'est une œuvre créée à 3, et les 3 cinéastes méritent d'être applaudis pour cette œuvre. Le fait est que Cloud Atlas brasse d'innombrables thèmes d'une richesse infinie. L'hypercapitalisme et toutes les perversités qu'il entraîne, les politiques autoritaires, la technologie, les déviances religieuses, la discrimination, la liste serait infinie. Et pourtant, j'y vois surtout une chose toute simple, un récit fleuve sur l'amour. Un amour sincère, immortel, pur, souvent tragique mais jamais dénué d'espoir, et probablement une des plus belles histoires d'amour de la décennie passée. Et c'est là où j'avoue ne pas comprendre les critiques qui fustigeaient un récit soi-disant prétentieux, qui ne sait pas où aller. On y voit simplement une trame d'une simplicité et d'une beauté désarmante. Vraiment, au risque de me répéter, rarement l'amour aura été si bien mis en scène depuis. D'ailleurs, difficile de ne pas voir un lien avec Matrix Résurrection, qui reposera certes sur sa critique acerbe du Hollywood moderne, mais qui propose avant tout une simple histoire d'amour entre Neo et Trinity. Et bien évidemment, Cloud Atlas est un régal visuel. Avec 6 univers visuels aussi distincts, les 3 cinéastes explorent, expérimentent. De la noble et spectaculaire fresque historique au post-apocalyptique crasseux et pessimiste, du futur dystopique ultra-technologique à la comédie noire en maison de retraite, on aura rarement vu un mélange aussi complet de genre et d'esthétique dans un seul et même film. D'autant qu'au-delà de ses citations et références, Cloud Atlas offre un univers inédit. Il réinvente l'esthétique et la narration de plusieurs des genres auxquels il s'attaque. Un émerveillement formel de mise en scène qui nous offre certaines des séquences les plus incroyables de ces 10 dernières années. Une composition musicale virtuose qui relève là encore parfaitement un défi complexe. Et en mêlant base narrative extrêmement simple, avec cet enchevêtrement d'époque, de personnages, de thématiques, Cloud Atlas arrive à être à la fois beau de simplicité et passionnant de niveau de lecture. Spirituel et charnel, complexe mais évident. À vrai dire, dès sa séquence d'ouverture, on sait que Cloud Atlas sera une expérience totale. La virtuosité avec laquelle les Wachowski et Tom Tykwer jouent avec les récits, le montage fait de coups bruts et pourtant incroyablement fluides, tout, absolument chaque image déborde de virtuosité et de cinéma. Et au risque d'être pessimiste et de répéter ma conclusion de l'épisode John Carter, c'est en rejetant des propositions radicales et artisanales de cette ampleur-là qu'on a donné raison à des studios cyniques qui tournent en boucle sur des univers étendus, des franchises usées jusqu'à la moelle, dirigées par des yes-men sans aucune vision. Alors faites-vous du bien, regardez Cloud Atlas. Que vous aimiez ou non le voyage, au moins vous aurez droit à un vrai pur moment de cinéma. Des idées de mise en scène qui fusent à la seconde, des performances investies au possible, probablement un des plus grands films à spectacle de la décennie passée. Et honnêtement, à l'heure où les blockbusters inutilement longs semblent devenir une nouvelle norme à Hollywood, quitte à étirer la narration à l'excès, c'est franchement plaisant de revoir un film de 3 heures qui justifie sa durée, qui utilise chaque foutue minute à l'écran pour essayer d'innover, de créer, d'offrir un spectacle généreux et total. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, partager, activer la cloche, vous abonner, me soutenir sur les plateformes, bref, vous connaissez tout ça. N'oubliez pas de voter en commentaire pour le prochain épisode et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.